Bonjour à tous, merci d'être nombreux et nombreuses dans ce webinaire Azure, donc où on va essayer de travailler euh, autour de l'utilisation de vos anciens serveurs Windows SQL en fin de support avec Azure Arc, entre autres. On verra aussi comment aller facilement dans Azure, comment optimiser ses coûts dans Azure, donc pour ceux qui sont déjà un petit peu qui ne sont plus de novices. Pour cela, donc j'ai la chance d'avoir Corinne Gillard, consultante Azure chez Bechley Comsoft, Nordinette Bouddha, Presales Azure chez Bechley Comsoft, Théo Verheij, Presales Cloud chez Bechley Comsoft et Bruno Eteb, consultant Azure chez Bechley Comsoft. Si vous n'entendez pas très bien, si vous ne voyez pas les intervenants, si vous ne voyez pas la présentation, n'hésitez pas à nous faire votre retour par l'onglet questions ou via directement le chat. Je vous souhaite un très bon webinaire et ne vous inquiétez pas, le replay vous sera envoyé automatiquement demain. Merci beaucoup et bon webinaire. Allez Corinne, je te laisse la main. Alors bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Donc on avait en agenda, je vais aller un petit peu vite, une petite présentation de l'équipe multi-cloud pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne chez Bechley Comsoft. Bien entendu, notre sujet phare autour de la fin de support de la version 2012 R2 de Windows Server, et on en profitera également pour parler de la fin de support d'SQL dans les mêmes versions. Et de quelle manière on peut vous aider sur ces sujets. Donc rapidement, l'équipe multi-cloud aujourd'hui, elle est sous la direction de Franck Peloux, que probablement un bon nombre d'entre vous connaissent. Une dizaine de personnes avec, comme tu nous l'as dit Alexis, des domaines de compétences, bien entendu Azure avec des niveaux divers et variés, mais pas que. Également une équipe multi-cloud qui peut vous accompagner sur des sujets tels que le cloud Google, AWS, et en ce qui concerne l'équipe autour du Bechley Cloud, comment optimiser vos achats sur ces technologies. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être cette fin de support et quelque chose qui est nouveau par rapport à la fin de support de la version précédente, qui est l'achat des Extended Security Updates dans Microsoft Azure Arc. Aujourd'hui, vous avez des workloads qui peuvent être divers et variés, hybrides, je dirais bien entendu du on-premise, du serveur on-premise, mais vous pouvez aussi avoir vos serveurs dans un data center, quel qu'il soit, qu'il soit public ou privé, chez des concurrents de Microsoft, je ne les citerai plus, ou bien entendu du Windows Server 2012 R2 dans le Microsoft Cloud Azure. Alors, qu'est-ce qui se présente à vous? Vous devez le savoir, bien entendu, à partir de cette fin de support. Une possibilité pour vous, c'est d'aller migrer si c'est possible, si l'application qui est au-dessus de l'OS le permet. Et bien entendu, si vous avez une licence qui vous permet de couvrir une version plus récente, allez migrer votre serveur. La deuxième possibilité qui s'offre à vous, c'est d'aller migrer votre serveur, mais cette fois-ci dans le cloud Microsoft Azure, et on en parlera plus précisément dans les slides qui viennent. Et la troisième possibilité, c'est d'aller acheter des ESU, les Extended Security Upgrade, au travers d'Azure Arc. Alors, on va revenir sur cette date de fin de support, ça c'est important, sur cette partie Windows Server. C'était le 10 octobre dernier, donc c'est relativement récent. Et donc, clairement, étendre cette fin de support, puisque les ESU, c'est aller proroger la date de fin de support. Ça va être possible, mais au travers d'un programme particulier. Donc, fin de support le 10 octobre 2023, ça veut dire que maintenant, nous sommes dans l'année 1 de l'ESU qui démarre dès le lendemain de la date de fin de support, c'est-à-dire au 11 octobre 2023. Comment ça se passe si vous décidez d'aller migrer vos serveurs dans Azure? Ça, c'est une première alternative. Tout simplement, l'ESU est proposé sans surcoût dans Microsoft Azure. Pour ce faire, vous n'êtes pas contraint de couvrir le serveur en question avec une licence plus software assurance. Pour tous les clients qui ont de la licence sans SA sur leur serveur 2012, ils peuvent migrer ce serveur dans Azure et bénéficier des ESU sans surcoût.
En revanche, si vous avez l'ASA, là, vous allez pouvoir appliquer des bénéfices qui sont liés à cette software assurance, tels que le Azure Hybrid Benefit, le Reserved Instance ou les Saving Plans. Et bien entendu, les ESU ne s'appliqueront et s'appliqueront automatiquement aux VM qui auront été configurés pour les recevoir. Alors, on a une question. Alexis, une première question. Yes, je vais vous proposer un petit sondage qui va s'afficher à l'écran. Vous pouvez y répondre. Donc, envisagez-vous de migrer vos serveurs 2012 dans Microsoft Azure pour bénéficier justement des EE6 sans surcoût? Est-ce que oui, c'est sous 6 mois? Oui, plutôt 12 mois? Non, c'est pas prévu pour l'instant, mais vous êtes intéressé? Non, c'est pas prévu du tout et vous n'êtes pas du tout intéressé par cette migration. Vous êtes super rapide à voter. Je vois qu'il y a déjà au moins 40% 50%, 60% de l'audience qui a voté. On vous partagera les résultats, comme ça on va regarder ça ensemble. Allez, je laisse quelques secondes pour les derniers retardataires et on va vous partager les résultats. Et je te laisserai les commenter, Corinne. C'est très intéressant en tout cas. Allez, je clôture et je vais vous partager les résultats. On va les regarder ensemble. Voilà, dis-moi si tu les vois bien, Corinne, à l'écran. Non, je ne les vois pas. Si tu peux me les donner. Donc on a 13% oui sous 6 mois, donc quand même vous êtes 13% à dire que vous voulez migrer assez rapidement, 3% sous 12 mois, 42% non, mais vous êtes quand même intéressé par la migration, et 42% non, pas du tout intéressé. C'est très intéressant. D'accord. Alors en fait, pour toutes les personnes qui ont répondu oui ou non, mais je suis intéressée, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. Peut-être nous, de notre côté, on pourra revenir vers vous pour voir de quelle manière on peut vous aider sur ce plan-là. Alors, pour reprendre la suite de notre webinaire, donc toujours l'achat des ESU, mais cette fois-ci au travers d'Azure Arc, c'est-à-dire que là, on ne va pas, comme précédemment, migrer la VM dans Microsoft Azure, mais on va utiliser un outil de gestion qui s'appelle Azure Arc, qui pour la partie ESU est un outil qui n'est pas facturé et qui va vous permettre de gérer vos serveurs, que ce soit des serveurs on-premise ou dans le cloud. On a quelques prérequis pour appliquer cela. Il y a un premier prérequis qui est licensing, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si vous voulez aller acheter de l'ESU au travers d'Azure Arc, Microsoft va vous demander que le serveur en question à couvrir soit cette fois-ci couvert avec de la licence plus SA ou par une souscription. Vous voyez que c'est différent de je migre mon serveur dans Azure, là, j'ai pas de prérequis licensing. Et bien entendu, je peux avoir de la licence plus SA qui émane de tout type de contrat, que ce soit de l'accord entreprise, du MPSA, voilà. Le deuxième prérequis, c'est un prérequis cette fois-ci contractuel, parce qu'on va vous demander d'avoir de l'Azure dans un contrat. Cet Azure peut là aussi être souscrit dans tous les contrats de type accord entreprise souscription, SCE et CSP. Et le troisième prérequis, c'est un prérequis technique cette fois-ci. Il faut que les serveurs en question que vous allez vouloir, pour lesquels vous allez souhaiter étendre la fin de support, il faut que ces serveurs puissent communiquer vers Azure, d'accord, pour aller activer des points de terminaison. Donc, dans le slide qui suit ici, on a un schéma qui va parler un peu plus aux personnes techniques dans l'audience, avec l'architecture Azure Arc. Ce schéma-là, si vous voulez, il présente une architecture de référence un peu conceptuelle pour la connectivité de vos serveurs avec Azure Arc. Et c'est donc à vous, client, de définir la méthode de connectivité de l'agent à mettre en place. Et c'est cet agent qui va communiquer avec Azure Arc à partir soit de votre réseau local, soit de vos fournisseurs cloud. Donc,
Là, simplement, ce qu'on peut voir, c'est que cette connexion, elle peut passer soit directement par Internet, soit par le biais d'un serveur proxy ou par une connexion privée, un private link. Voilà, donc ça, c'est quand même le prérequis technique pour les clients. Alors, je ne l'ai pas affiché, mais pour les clients qui ont des serveurs qui ne peuvent pas respecter ce prérequis technique, il peut, sous certaines conditions, y avoir des exceptions chez Microsoft et dans ce cas-là, on vous demandera de revenir vers nous. Et on a, je crois, une question, voilà, une deuxième question qui Yes. s'affiche à ce sujet, Alexis. Alors, je prends la main. Avez-vous des serveurs 2012 qui ne communiquent pas avec l'extérieur? Donc oui, je vais avoir besoin des issues Microsoft. Oui, mais je ne sais pas du tout par où commencer. Et non, cela ne me concerne pas du tout. Pareil, on va vous partager les résultats et puis on va en discuter. Parce que je trouve que la question est super intéressante. Et je vois que vous êtes super réactif. Je crois que vous êtes l'audience la plus réactive qu'on ait déjà eue. Je vois aussi qu'il y a déjà des questions, donc c'est bien. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On y répondra forcément à la fin avec Corinne, avec Bruno, Théo et Nordine. Ouf, vous êtes déjà 60% à avoir voté. On va laisser encore quelques secondes et après on va vous partager les résultats. C'est assez disparate. Allez, je vais fermer le sondage et je vais partager les résultats. Est-ce que Hop. tu peux me les commenter, Yes, bien sûr. s'il te Alors, plaît? on a 22% qui ont besoin, donc oui, qui ont des serveurs 2012 qui communiquent avec l'extérieur et qui vont avoir besoin de SU Microsoft. 28%, oui, qui ont aussi des serveurs qui communiquent avec l'extérieur, mais qui ne savent pas par où commencer. Et 53% D'accord. qui n'est Mhm. pas du tout concerné par cela. D'accord. Donc, je te remercie, Alexis. On a voilà, la moitié de l'audience qui présente une infrastructure avec des serveurs qui ne peuvent pas répondre aux prérequis techniques pour aller proroger cette date de fin de support au travers d'Azure Arc. Donc en fait, pour ces serveurs-là, c'est vraiment très conditionné, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous dire il y a une solution. Je vais simplement vous dire il y a une solution possible sous condition que eh bien, on puisse en discuter avec vous déjà premièrement et aussi avec Microsoft. Ensuite, comment ça se passe? Des expériences que j'ai vécues récemment avec certains clients, on va repartir sur le process qui était en place sur les ESU de type 2008-2008 R2, c'est-à-dire que là, vous allez normalement vous engager sur 12 mois d'ESU. Mais encore une fois, revenez vers nous ou on reviendra vers vous pour rentrer un petit peu plus dans le détail et voir de quelle manière on peut vous aider. Alors, pour reprendre un petit peu le fil de la présentation, en ce qui concerne le licensing, donc on a vu que le premier prérequis, c'est d'avoir de la software assurance. Mais ensuite, on va s'intéresser aux environnements. Je trouvais ça important de le dire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir couvrir tout type d'environnement, prod ou hors prod, du disaster recovery y compris. La licence ESU, c'est une licence dont l'édition est décorrélée de l'édition de la licence qui couvre le serveur. Et vous allez comprendre par les éléments qui arrivent. Donc ma licence ESU, ma première possibilité, c'est d'acheter une licence ESU Windows Server Standard Core. Comment j'affecte ma licence? Je peux l'affecter à ma VM. Et quand je l'affecte à ma VM, j'ai un minimum requis par Microsoft qui est d'affecter 8 cœurs à ma VM. Si j'ai une VM de 4 vCPU, j'affecte 8 vCPU. 8 cœurs, pardon. Si j'ai une VM de 12 vCPU, je vais affecter 12 corps. Maintenant, je peux également affecter ma licence ESU Windows Server Standard à un serveur physique standalone, par exemple. Et là, Microsoft me demandera la règle qui est la règle équivalente à Windows Server, qui est d'affecter 16 cœurs
à ma machine physique. Donc ça, c'est la première licence ESU Windows Server Standard Core. La deuxième, vous l'aurez probablement deviné, c'est Data Center. Cette licence Data Center, elle a du sens uniquement si vous l'affectez à un serveur physique et principalement si c'est un serveur hôte qui va héberger des VM. Et dans ce cas-là, Microsoft va vous demander, comme pour Windows Server, d'affecter un minimum de 16 cœurs d'ESU Data Center. Encore une fois, si votre serveur hôte présente 32 cœurs, Microsoft vous demandera d'acheter Windows ESU Windows Server Data Center à hauteur de 32 cœurs. Quand je procède de cette manière-là, je vais pouvoir couvrir toutes les VM en version 2012 qui sont hébergées sous ce serveur hôte. Attention, si vous êtes dans un contexte de cluster, avec du basculement possible, de la mobilité de vos VM, il ne faut pas oublier de couvrir tous les serveurs hôtes. Mais là, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Alors, plus simplement avec des petites images, un premier scénario. Ici, j'ai un serveur de 2 ProcQuicker, donc il a 16 cœurs physiques. J'ai beaucoup de VM en 2012. En fin de compte, je vais aller prendre de l'ESU Data Center pour 16 cœurs physiques et à partir du prix public, ça va me coûter 413 €. Si je prends le même serveur hôte avec beaucoup de VM, mais en fin de compte, je n'ai que 3 VM qui présentent une version 2012, eh bien là, je vais plutôt couvrir à la VM. J'ai pris un cas de VM à 4 vCPU. Comme je dois couvrir 8, je dois couvrir 3 x 8, 24. 24 cœurs à ESU Windows Server Standard. Au lieu de payer 413 €, je vais payer 108 €. Donc, vous voyez l'importance de bien comprendre son infrastructure afin de savoir de quelle manière j'achète mes ESU. Le tarif, c'est public sur le web, bien entendu. Gardez en mémoire que c'est un prix fixe mensuel, mais surtout qu'il faut comptabiliser le coût à compter de la date de fin de support. Ce tarif, il sera appliqué selon vos conditions habituelles Azure. Ce qui est de très intéressant pour vous, contrairement au modèle de licensing précédent, c'est que vous n'êtes pas contraint de vous engager pour 12 mois. Vous pouvez vous engager pour 3 jours, 30 jours, la date de votre choix. Donc ici, je vous ai affiché les tarifs publics. Donc sur cette partie ESU Windows Server, vous avez soit du 16 cœurs, soit du 8 cœurs, soit du 2 cœurs. La facturation, intéressant de comprendre comment ça fonctionne également. Donc on a vu qu'au 10 octobre, on entre dans l'année 1 de l'ESU. Admettons que vous ayez eu envie d'activer vos ESU au 15 novembre. Eh bien, vous allez avoir une facture qui va partir, c'est-à-dire que votre facture de novembre, elle ne va pas partir du 15 novembre, elle va partir du 10 octobre. D'accord? Et vous aurez une facturation one shot, upfront, des mois ou des jours antérieurs à la date d'activation de votre ESU. Votre facture de décembre, elle reprendra uniquement la consommation de décembre. Petit cas d'école, qu'est-ce qui se passe si à un moment je décide d'arrêter mon ESU, par exemple au 10 décembre, et au final de la réactiver au 15 janvier, parce que ça peut arriver quand même. Ce cas-là, en fin de compte, on reprend la règle de base de Microsoft qui demande qu'il n'y ait pas de discontinuité de facturation à partir de tout arrêt. C'est-à-dire que dans tous les cas, quelle que soit votre position par rapport au stop et je réactive, il n'y aura jamais de discontinuité et de blanc dans la facturation. Alors, un petit point sur SQL quand même, au niveau des ESU dans Azure Arc. Et un point important quand même à se souvenir, c'est que pour SQL, la date de fin de support, elle date. Et elle remonte à juillet 2022, donc il y a déjà plus d'1 an.
On est dans le même schéma, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter des ESU au travers d'un programme particulier, qui est celui que je suis en train de vous présenter. Et là, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre que aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2 de l'ESU. Les prérequis sont exactement les mêmes que ceux de Windows Server, je les ai remis, mais il vous faut une licence avec SA, il vous faut Azure dans un contrat et il faut que vos serveurs puissent communiquer et aller activer des points de terminaison. Donc le licensing, prérequis, on l'a vu, l'environnement, c'est pareil que pour Windows Server. Là, il y a quelque chose qui change au niveau de la licence, c'est-à-dire que là, on va vous demander d'acheter l'ESU de la même édition que la licence SQL Server qui couvre votre serveur. Et donc, on va avoir deux types de licences, soit de l'ESU SQL Server standard, soit de l'ESU SQL Server Enterprise en fonction de l'édition qui est installée dans votre parc. Comment j'affecte ma licence? Là aussi, ça change. J'ai une seule possibilité qui est de l'affecter à la VM uniquement. Et le minimum requis, je dirais que c'est celui que vous devez connaître, c'est celui d'SQL qui demande 4 cœurs minimum. Si mon serveur, ma VM a 8 cœurs, eh bien, je vais acheter 8 cœurs de SU. Et si elle n'a que 2 cœurs, j'achèterai quand même 4 cœurs. Le scénario, alors là, c'est beaucoup plus simple. J'ai un serveur avec 16 cœurs physiques, mais j'ai 3 VM 2012 de 4 vCPU. Elles sont installées en standard. Je vais acheter 12 cœurs de SU à SQL standard. Ça me coûte, selon le tarif public, 1 410 € par mois. Si j'ai la même chose en Enterprise, je fais la même chose, j'achète 12 cœurs à Enterprise. Là, ça me coûte 5 550 €. C'est-à-dire que Enterprise, c'est 4 fois plus cher que standard au niveau des ESU. C'est la raison pour laquelle nous, on invite tout le temps nos clients à bien s'assurer que l'édition Enterprise est obligatoire. On voit encore beaucoup dans les analyses SAM qu'on peut réaliser qu'il y a régulièrement des serveurs dans les parcs qui sont installés avec des éditions Enterprise de manière historique, alors qu'en fin de compte, les fonctionnalités à Enterprise ne sont pas forcément tout le temps exploitées. Le tarif, là aussi, c'est mensuel, c'est les conditions selon votre contrat Azure. Encore une fois, vous payez uniquement ce que vous utilisez et le tarif est proposé uniquement en licence de 2 cœurs. Il faut faire attention, c'est-à-dire à chaque fois, vous devrez au minimum acheter 2 licences de 2 cœurs pour couvrir un serveur. Là, au niveau de la facturation, c'est le même principe. Il faut simplement bien se souvenir que la fin de support d'SQL, c'était en juillet 2022, que les ESU IR2, j'insiste là-dessus, sont arrivés en juillet 2023 et que si vous souhaitez activer une ESU SQL à aujourd'hui, au 7 décembre, eh bien, vous allez avoir une facture avec one shot upfront tous les mois antérieurs à la date d'activation, en se rappelant également que la condition pour vous, c'est aussi d'avoir acheté l'année 1 en préambule. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en mémoire. Si vous voulez tout de suite acheter de l'ESU sur SQL Server, il y a toute une antériorité de facturation qu'il faudra reprendre. Et même cause, même punition que Windows Server. J'arrête, je réactive. Là aussi, pas de manquement, pas de discontinuité au niveau de la facturation. Je repars de la date où ça a été arrêté et pas de la date où ça a été réactivé. Alors, les process Azure Arc, on a parlé des points de terminaison, d'accord? Ces points de terminaison, c'est en fait pour que vos serveurs communiquent à Azure Arc des informations qui vont lui permettre d'exécuter les ESU en local. On vous les indique ici dans cette slide. Les ESU, elles sont obtenues par le canal habituel et historique. Ça peut être WSUS ou un autre mécanisme similaire. Et il faut comprendre qu'en l'absence de ces canaux de communication, les fichiers téléchargés sur le serveur, ils ne pourront pas s'exécuter.
Une Et petite donc, vidéo. oui, Je laisse. Voilà. merci Corinne. Et donc, pour pouvoir acheter des ESU dans Azure Arc, donc ça se passe comme à peu près toutes les ressources dans le portail Azure, on a un service Azure Arc spécifique. Ensuite, il faut créer un ressource groupe dans lequel vous allez ranger vos ESU, une souscription qui va vous permettre d'avoir une facturation au moins le mois sur ces ESU. Au moment où vous créez un ESU, vous pouvez choisir de l'activer tout de suite ou un peu plus tard, sachant que à partir du moment où vous l'activez, la facturation est déclenchée. Vous choisissez le type de cœur, le nombre de cœurs. Donc là, ça correspond à ce que disait Corinne tout à l'heure sur les serveurs physiques ou les serveurs virtuels. C'est que du déclaratif pour l'instant, hein. Vous dites uniquement que vous avez des software assurances qui correspondent pour pouvoir créer les ESU. Une fois que les ESU sont créés, vous allez avoir, après moyennant quelques secondes ou dizaines de secondes de rafraîchissement, vous allez avoir la liste des ESU qui va apparaître dans votre portail Azure Arc. Et ensuite, donc là, Corinne, si tu peux passer la slide d'après, quand vous avez enrôlé vos serveurs à travers des scripts PowerShell, vous voyez la liste des serveurs qui sont éligibles aux ESU. Et une fois que vous avez relié l'ESU activé à un serveur, celui-ci peut exécuter les mises à jour qui sont, comme le disait Corinne, récupérées par le canal habituel. Alors, on a une petite question, Alexis. Une grande question même. Allez, c'est parti. Je la lance. Oui. De quel type d'accompagnement avez-vous besoin pour la création des ESU et l'onboarding de vos serveurs dans Azure Arc? Est-ce que c'est plutôt un accompagnement simple, création des ESU? Est-ce que c'est un accompagnement plutôt complet avec la création des ESU plus un onboarding dans Azure? Est-ce que vous ne savez pas? Vous pouvez pas du tout savoir. Est-ce que vous n'avez pas du tout besoin d'accompagnement? C'est intéressant de, pareil, je vois que vous votez très vite. On va vous partager les résultats pour voir un petit peu dans quel cas vous vous situez. Et j'en profite pour dire, n'hésitez pas à poser encore vos questions. Je vois que plusieurs personnes ont posé des questions. On va y répondre à toutes vos questions dans l'onglet questions que vous voulez poser. Et à la fin, on prendra un petit temps pour repasser dessus. Et je vous ai également mis un lien pour prendre rendez-vous en direct avec Corinne, avec Théo, avec Bruno et Nordine pour discuter de vos projets Azure. Donc le lien est dans le chat et vous remplissez le formulaire et puis on reviendra vers vous. Allez, je vois que tout le monde a quasiment voté. Je ferme le sondage et je vous partage les résultats. Alors, 5% ont seulement besoin de créer des ESU, 14% ont besoin de créer des ESU plus d'avoir un onboarding dans Azure, donc intéressant. 51% ne savent pas du tout ce dont ils ont besoin. Donc ça aussi, voilà, ça, c'est à définir. Et 30% sont déjà ultra calés sur le sujet. C'est top. Allez, je masque les résultats. Merci, merci Alexis. Je pense que là, effectivement, on pourra vous montrer la valeur de notre équipe cloud et multi-cloud pour vous aider justement à comprendre comment créer les ESU et plus, c'est-à-dire onboarder vos serveurs dans Azure Arc. Et pour ceux qui ne savent pas, on peut vous aider aussi à comprendre et à trancher si effectivement vous en avez besoin, pas besoin. Donc ça fait partie de notre accompagnement auprès de nos clients. Alors, je crois qu'on a Théo qui doit intervenir pour la suite. Comment acheter Azure? Ça, donc pour ceux qui ont précédemment répondu à la question que vous aviez besoin d'un onboarding et d'un accompagnement dans Azure, donc on va voir simplement comment acheter Azure. Donc il y a différents types de contrats à l'intérieur duquel vous pouvez provisionner Azure. Celui qui va nous intéresser et qui fera plus écho avec le système des ESU dans Azure, ça sera le CSP. CSP, c'est Cloud Solution Provider. Donc dans ce cas-là, c'est nous, c'est le partenaire qui porte la facturation via une marketplace qu'on verra juste après. C'est facturé à l'usage de manière mensuelle. Et comme vous travaillez en direct avec le partenaire, c'est-à-dire encore une fois nous, accompagnement et suite proximité.
Vous avez d'autres contrats dans lesquels il est possible d'obtenir de l'Azure. On a le MCA qui est une facturation pay as you go, donc aussi à l'usage, mais là vous achetez vos services directement auprès de Microsoft. Et ensuite, il y a les contrats qu'on appelle contrats entreprise, donc le EA, EAS et SCE. Donc c'est des accords entreprises avec Microsoft pour beaucoup de sièges, c'est environ 500 users. Et donc là, il faut provisionner un montant à l'avance, donc c'est moins adéquat pour ce genre de besoin, on va dire. Tu peux passer, Corinne. Hmm. Donc l'Azure en CSP par Bechley Comsoft. Donc on est partenaire Microsoft, on est MSP Expert Azure, qui est le plus haut niveau de partenariat cloud Microsoft. Donc ce qui nous permet entre autres de faire des transferts vers CSP sans migration, ce que d'autres partenaires qui n'auraient pas cette certification MSP Expert ne pourraient pas faire sans faire une migration réelle. On peut facturer Azure de manière mensuelle à l'usage. On a notre plateforme marketplace Bechley Cloud qu'on verra ensemble juste après. On vous prodigue directement du conseil et l'accompagnement personnalisé. On peut répondre à vos besoins, qualifier tout ça ensemble. Et on fournit en plus un export et rapport Power BI et multi-souscription Azure, qui est quelque chose de supplémentaire qui vous permettra, même en CSP, de voir la facturation mensuelle avec toutes les souscriptions concaténées en un seul rapport. Donc notre marketplace, comme je viens de vous en parler, Bechley Cloud. Donc cette marketplace permet d'acheter différents produits Microsoft et autres éditeurs. Donc sur cette marketplace, c'est du prélèvement automatique avec une facturation mensuelle. Donc dans le cadre de Azure, vous aurez votre souscription Azure achetée à travers cette marketplace qui sera facturée automatiquement. C'est self-service, donc si vous voulez ajouter des produits une fois que vous êtes onboardé, c'est complètement possible. Une fois que votre tenante est liée, vous pouvez aller dans la barre de recherche, rechercher une licence et ensuite l'ajouter, ça vous sera livré sur votre tenante au bout de quelques secondes. Vous pouvez au sein de cette plateforme gérer aussi l'attribution des licences. Quand tout est synchronisé, vous pouvez directement les attribuer et les supprimer à travers cette plateforme. Et ce qui nous intéressera, nous, qu'on va voir juste après, si on veut par exemple obtenir les ESU dans Azure, on peut via cette plateforme créer des abonnements Azure. Tu peux passer. Alors, donc, on a parlé pas mal d'accompagnement précédemment. On peut bien entendu vous accompagner sur vos sujets Azure, Azure Arc et vos sujets de migration au travers de plusieurs offres. Une dédiée autour de vos ESU dans Azure Arc. Une qui va être de vous accompagner sur l'optimisation de vos dépenses dans Microsoft Azure. Parfois, on n'est pas certain d'avoir exploité tous les leviers d'optimisation. Et une troisième, par exemple, qui est vraiment de vous aider à faire le design de votre migration dans le cloud Microsoft Azure. Alors, pourquoi Azure? On va demander à Nordine de bien vouloir vous accompagner sur ces sujets. Hum, J'ai pas de son. Non, c'est juste J'ai que pas de son. Nordine, tu dois activer ton son, Nordine. Est-ce qu'on a le... Alors, je crois qu'on Bah, n'entend c'est toujours bon. pas Nordine. Ton son est Alors, enregistré, c'est bon. super. Voilà. Merci. Voilà, c'est vert. Bon, bonjour à tous. Pourquoi Azure? En fait, on va juste un petit peu, enfin, on va juste résumer très brièvement les raisons pour lesquelles Azure est important. Déjà, d'une part, son but, au final, c'est surtout de déléguer des responsabilités. Là, on a abordé la possibilité d'acheter des ESU et évidemment, le but aussi, c'est de pouvoir migrer à vos workloads, en l'occurrence ceux qui contiennent Windows Server ou SQL vers Azure. Il y a bien d'autres raisons à utiliser Azure, mais là, on va s'attarder là-dessus. Alors, quand on parle de délégation,
on a cette délégation de l'infrastructure, on peut aussi déléguer toute la partie plateforme, OS, et bien sûr, on peut avoir un accès complet sans avoir aucune responsabilité. Là, on parle de software as a service. Le cloud, on va s'attarder sur les on va dire les deux briques au centre. Hein. On va soit déléguer l'infra, soit déléguer toute une partie de la plateforme et de l'OS pour simplifier toute cette gestion. Ça, c'est pour résumer vraiment l'intérêt et les avantages du cloud Azure. Si on peut passer sur le slide suivant. Lorsqu'on veut parler évidemment d'acheter des ESU, on a bien expliqué l'intérêt, le mode de contrat, donc les véhicules contractuels qui sont proposés par Microsoft pour pouvoir y accéder. Tout passe par un abonnement Azure. Là où Comsoft peut vous accompagner, évidemment, c'est dans la mise en place de ces contrats, de cet abonnement, comme l'a expliqué Théo, très simplement, mais on peut aussi aller plus loin et vous aider dans déjà une partie très importante d'assessment, en fait, d'évaluation de votre parc installé de logiciels, de savoir exactement ce que vous avez, puisqu'on a parlé de licensing précédemment, qui est très important, c'est un prérequis, vraiment c'est rédhibitoire. Techniquement même, ça ne fonctionnerait pas si on n'a pas cette licence adéquate. L'idée, c'est de pouvoir essayer dans un parc de récupérer le maximum d'informations et de savoir si vous en avez déjà qui ne sont pas utilisées, qui pourraient pourquoi pas soit être là utile, soit vous montrer évidemment un sujet de conformité. En tous les cas, cet audit qui permet vraiment d'analyser le parc installé en logiciel va vous donner en fait une idée vraiment précise en vue, pourquoi pas, d'une migration de ces workloads vers Azure. On parle aussi bien sûr de Windows Server 2012, mais bien d'autres choses. Hein. Donc c'est ce type de mission qui ressemble beaucoup à du software asset management est important dans le sens où Microsoft propose des audits, enfin surtout met en place des audits, et donc ça vous prémunit finalement voilà, de tout risque lié au licensing de l'éditeur. La mission Azure Go to Cloud, que on vous a présenté très brièvement il y a quelques minutes, c'est une mission d'accompagnement qu'on propose pour vous aider à établir un plan de migration. Donc le but, c'est vraiment de définir une stratégie de migration, d'anticiper les coûts, hein, surtout liés à cette migration, liés au déploiement, à la maintenance, de faciliter tout le transfert vers Azure. La définition en fait de la stratégie de migration, c'est importante en fait puisque vous ne partirez pas à l'aveugle. C'est donc une mission qui permet de réaliser une évaluation du parc installé. Alors, elle se complète très bien avec la mission précédente d'infrastructure, puisque les informations qu'on recueille vont nous permettre de pouvoir établir tout ce plan de migration en vue de vous proposer les meilleures options, les meilleurs services, voire même la modernisation, en vue de migrer toute une partie de votre infra. La mission Alors, on a une qui petite va suivre, elle, question. petite question entre-temps. Ok. Oui. On avait une question, voilà, avant de passer à la suivante. Alors, quel est votre niveau d'exploitation Quel est des votre leviers niveau d'exploitation d'optimisation des coûts de votre infrastructure dans Microsoft Azure? Est-ce que ce sujet n'est pas forcément d'actualité chez vous? Est-ce que vous manquez de ressources internes pour traiter ce sujet? Est-ce que vous avez un niveau plutôt intermédiaire, donc vous aurez besoin d'approfondissement? Est-ce que vous êtes déjà super confirmé et vous n'avez pas besoin d'accompagnement? Je vois que vous répondez pareil super vite et on vous partagera les résultats pour voir un petit peu, dans quel cas vous vous situez. C'est assez disparate, ouais, c'est intéressant. 50% de vote. On va attendre encore quelques secondes pour les derniers retardataires. Et puis on clôturera et je vous partagerai les résultats. Avec quelques secondes. Intéressant. On voit qu'il y a quand même pas mal de confirmés aujourd'hui. Allez, je clôture et je vous partage les résultats. Alors, 40% déclarent que le sujet n'est pas du tout d'actualité. 10% d'entre vous manquent de ressources en interne, intéressant. 20% ont besoin d'approfondissement. Et 30% sont déjà super confirmés.
Et c'est Très un bien, sondage merci qui d'avoir représente très bien, on va dire, oui. alors, bah, on va passer donc sur cette partie Azure Checkpoint. Alors, on va pas analyser les réponses à la question parce que bon, c'est évident. La conformité, c'est un sujet qui va intéresser des entreprises qui, avec l'historique, avec la capitalisation des actifs logiciels, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a ce type de résultat. Là, on va parler donc Azure Checkpoint, c'est le service qui est, on va dire, très important et finalement aussi un best-seller hein, pour comme ça, puisque on le propose et nos clients en sont très contents. Lorsque vous êtes déjà engagé dans Azure, donc préalablement, on a réalisé, pourquoi pas, la mission GoToCloud, puis un certain temps, vous avez rajouté et rajouté d'autres workloads. Finalement, il est important d'avoir un esprit FinOps, un esprit très orienté coût pour, pour ne pas avoir une mauvaise expérience d'Azure, puisque on paye à l'heure. Hein, l'expérience, elle est aussi importante, puisque vous n'avez pas d'investissement à faire sur une infrastructure. Par contre, vous allez payer à l'heure tout ou au giga, hein, tout au workload. Donc, c'est important de bien contrôler cette partie coût, d'intéresser les opérations aux finances, voilà, de mettre vraiment les intervenants à contribution pour pouvoir bien contrôler cela. Il y a énormément de leviers possibles pour faire des économies. On va tous les aborder avec ce type de mission. On fait une analyse précise avec un rapport distribué, des économies qui sont garanties à la clé, sans avoir d'interruption de service. Alors, on pourrait imaginer du remaniement de services, de la modernisation, ou bien de resizer, donc redimensionner certaines machines. C'est pas le cas avec cette mission. On va vraiment réussir à faire des optimisations sans toucher à quoi que ce soit qui pourrait interrompre ou ralentir votre travail. Si on peut passer sur le slide suivant. Donc là, cette mission, elle est destinée justement à l'accompagnement vers Azure Arc. C'est un pack starter un peu défini pour plein de sujets. En réalité, notre expert prend contact avec vous sur certains sujets. Donc, il prend le temps, bien sûr, de le travailler, de vous le restituer sous forme d'un atelier. Transfert de compétences étant chez nous vraiment très important. C'est la principale valeur ajoutée aussi dans ces missions, c'est que vous travaillez avec notre expert et vous repartez avec les compétences nécessaires pour maintenir, pour refaire la même chose si vous voulez. Donc, plusieurs sujets peuvent être pris dans ce pack. Hein, vous avez vu à la fin de l'année à la carte. Évidemment, il y a des sujets qui vont être plus complexes que d'autres. Au final, c'est très important évidemment de prendre le temps de l'interview et de comprendre que pour un sujet Azure Arc, c'est vraiment très court, c'est pas onéreux, ça va très vite. Donc il y a des sujets qui peuvent être très complexes et prendre beaucoup de temps. Pour Azure Arc, vous l'avez compris au début, ça peut être abordé seul. Si vous avez besoin d'accompagnement, on est là et techniquement et financièrement, c'est pas la mission qui va vous coûter le plus cher si ça vous intéresse. Et donc c'est pour clôturer. On a vous remercier aussi de votre attention et de savoir si il nous restait du temps, si peut-être pour essayer de répondre à quelques questions. Yes, donc on a un petit peu de temps. Je vois que vous avez commencé déjà à écrire pas mal de questions. N'hésitez pas à continuer. Euh, Première question, est-ce qu'on peut migrer un serveur 2012 R2 dans Azure et bénéficier des ESU? Question posée en tout début de webinaire. Est-ce qu'on peut Je vais laisser migrer un Bruno répondre. serveur dans Azure et bénéficier des ESU? C'est ça, un serveur 2012 R2. Alors, Oui, si vous voulez, mais si on le je peux migre, répondre si hein, on le si migre Bruno dans... il n'a pas de micro. Oui, Oui, on peut le faire. vas-y. Oui. Et c'est Et bien le les cas, ESU les sont sans ESU, surcoût, surtout. voilà, exactement. Alors, est-ce qu'il est conseillé ou non d'utiliser un express route? Est-ce que vous pouvez répondre et vous pouvez prendre le temps de détailler la Voilà. réponse?
Alors, si on active le micro de Bruno, ça serait une bonne idée. Ouais. Oui, moi je suis là. Vous m'entendez? Voilà, super. Oui. Je te laisse sur la Ouais. partie Express Route. On t'entend très bien. Oui. Donc sur la partie Express Route, il y a aucune obligation de créer une Express Route. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour que vos serveurs puissent exécuter les mises à jour qu'ils ont obtenues par le canal habituel, il faut qu'ils puissent communiquer avec Azure Arc. Donc soit ça se fait en ouvrant uniquement en sortie le port 443 vers la liste des endpoints qu'a donné Corinne. Ça peut être une première méthode. Si dans votre politique de sécurité, ouvrir ces canaux de communication vers l'extérieur, vers des adresses IP publiques, n'est pas souhaitable, vous pouvez établir un canal privé et déclarer Azure Arc sur un private endpoint. Et à ce moment-là, un lien VPN site à site entre Azure et votre infrastructure peut suffire, sans pour aller jusqu'à l'Express Route qui est, je dirais, qui nécessite l'intervention de votre opérateur et des manipulations plus lourdes au niveau du réseau qui ne se justifient pas dans ce cadre-là. Super, merci. Une autre question. Quand on a un cluster VMware avec 3 autres sans DRS, est-ce que on doit couvrir les 3 autres? En fait, si les VM, alors je vais répondre en prenant la question différemment. Moi je dirais que si vous avez une règle de fixité de vos VM sur des serveurs hôtes respectifs, à ce moment-là, vous ne couvrez que les serveurs hôtes qui présentent les VM en version 2012. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En fait, la possibilité, si vous donnez la possibilité à une VM de basculer d'un hôte à l'autre au sein d'un cluster, la réponse c'est je couvre soit tous les hôtes du cluster d'une licence data center ESU, soit si j'ai pas tant de VM que ça, je peux couvrir mes VM avec de la licence ESU standard. Et là, indépendamment du basculement possible de la VM, ma licence, comme elle va être affectée à ma VM et pas à mon serveur hôte, elle va suivre ma VM. Ok, super, c'est très intéressant. Une autre question, alors peut-être que ça demandera de précision, parce qu'elle est un petit peu prise voilà, à la volée. Et si l'année 1 n'a pas été achetée, cela fait 2 ans de régul. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond, c'était tout au début, Corinne. Oui, je la comprends. Je la comprends bien. Si l'année 1 n'a pas été achetée, donc je comprends qu'on parle de SQL. Vous ne pouvez pas, le prérequis, c'est vraiment que vous ayez acheté les ESU année 1 pour SQL. Aujourd'hui, vous avez du SQL Server 2012. On est dans l'année 2 et c'est vraiment pour ça que je vais vous le montrer ces slides-là. L'année 1 doit être régularisée si toutefois vous ne l'avez pas acheté. Et la régularisation de l'année 1, revenez vers nous et puis on vous expliquera de quelle manière le traiter. Soit, alors j'ai pas la réponse, comme c'est tout récent, hein, c'est tout frais ces ESU au travers d'Azure Arc, soit ça va être une facturation rétroactive, mais de ce que j'ai compris, c'est que vous allez avoir une facturation du back billing en fait à partir du démarrage de l'année 2, c'est-à-dire juillet 2023, et pour tout ce qui concerne l'année 1 de l'ESU, de juillet 2022 à 2023, je veux bien revenir vers vous. Je ne sais pas si ça va être du back billing au travers de ESU ou si ça passe par un autre canal, qui est le canal précédent. Ça va être facturé directement. Alors, je ne sais pas si tu m'entends, mais c'est facturé au travers d'Azure, oui, mais ça va être le premier paiement va être rétroactif, donc c'est bien au travers des ESU, enfin. Jusqu'à 2022. Ouais. Voilà.
Merci Nordine. Je t'en prie. Top. Autre question. Y a-t-il une possibilité d'activer et de configurer le SU via un serveur KMS sans passer par Azure? Alors, a priori, non, parce que c'est deux mécanismes qui sont un peu différents. C'est-à-dire que vraiment, la partie Azure Arc, c'est ce qui vous permet de vérifier que les serveurs sur lesquels vous souhaitez exécuter les mises à jour sont bien liés à un compte de facturation. Donc, c'est un mécanisme qui est différent de la gestion de clés qu'il y a dans le KMS. Super, merci pour ta réponse Bruno, très clair. Euh, pour SQL 2016 à 2019, est-ce que c'est applicable ou limité uniquement à SQL Server 2012? Là, on parle des ESU uniquement 2012, parce que SQL 2016 et C'est 2019 le n'est seul qui est pas en fin de encore en fin de support. support. Ouais. Voilà, donc uniquement 2012 et 2012 R2, ça fonctionne de la même manière. J'ai une autre question. Peut-on obtenir un rapport de cumul qui indique le nombre d'instances qui appartiennent à la catégorie de priorité élevée au lieu d'un ordinateur à la fois? Question assez précise pour Azure Arc. On prend le point. Personnellement, je ne sais pas répondre en direct à cette question. Oui, moi non plus, Je ne sais pas si quelqu'un d'autre. je pense que ça pourrait être intéressant qu'on On discute vous avec la rappellera. personne qui a posé la Voilà. question. Oui. Oui. Ok, super, j'en ai une autre. Guide des versions inférieures à 2012. Les versions antérieures à 2012, c'est 2008 R2 par 2008 exemple. et 2008 R2. Voilà. Mm. Qui, pour lesquels les ESU, on pouvait acheter des ESU. Le mode de fonctionnement à l'époque était d'acheter uniquement au travers d'un accord entreprise et uniquement 12 mois, 24 mois ou 36 mois. Au-delà des 36 mois, une année supplémentaire, j'avais vu ça, une année supplémentaire était possible. Donc, si aujourd'hui vous avez encore des serveurs 2008 R2 pour lesquels vous auriez besoin de SU et pour lesquels vous n'avez encore rien souscrit, il faut bien avoir en mémoire que vous allez avoir toute l'antériorité depuis la date de fin de support. Que je n'ai plus en Exactement. mémoire, mais qui remonte à 4 ans Et ou n'oublions pas qu'il faut au aussi moins avoir 4 la ans. Donc, couverture. financièrement, il faut de la software assurance, il faut, voilà. Mais on peut revenir vers vous sur ce Voilà, c'est ça. point en détaillant de manière plus précise. Super, il y a Parce donc que la même souvent, quand personne. on est resté en 2008, il faut imaginer qu'on ne s'est pas amusé à renouveler les software assurances, puisqu'en général, les gens pensaient que la software assurance ne servait qu'à passer à une version supérieure. Donc, on se retrouve souvent avec, vous avez besoin de SU, mais vous n'avez même pas la licence adéquate, donc il faut repasser par un investissement. Ça peut, voilà, Oui, ça dépend. On peut avoir aussi des cas, moi je vois aussi des cas de serveurs 2008 qui, par exemple, sont dans un cluster qui, lui, est couvert avec, par exemple, de la licence data center oui, avec voilà. SA. En revanche, ce qu'il faut aussi garder en mémoire, c'est que sur l'ancienne méthode de licensing des ESU, là, vous étiez contraint d'acheter de la licence ESU qui corresponde à l'édition qui couvrait votre serveur. C'est-à-dire si votre serveur, bien qu'il soit installé en édition standard, il soit couvert avec une licence data center, la Microsoft, dans les textes, demande que l'ESU soit acheté en édition data center. Je trouve qu'avec la nouvelle méthode, c'est-à-dire Azure Arc, il y a plus de souplesse au niveau du licensing. C'est-à-dire que vous pouvez décorréler la version, acheter de la version standard et pas forcément de la data center, et vous n'êtes pas contraint de vous engager au minima sur 12, 24 ou 36 mois. Ce qui est Avec cette financièrement question, on pour comprend vous l'intérêt vraiment de l'optimisation.
d'aller faire une analyse. C'est vrai que généralement, C'est ça. avant d'aller acheter de l'ESU, moi je conseille tout le temps à un client de bien contrôler son infrastructure, de bien comprendre son parc et de bien comprendre comment il le couvre. Hein. En fin de compte, ça revient à faire soit parce qu'on a les ressources internes et on est capable de le faire, faire une propre analyse, un espèce d'audit, hein, si vous voulez, de la base installée versus la base achetée et comment j'assigne mes licences. Et encore une fois, si c'est quelque chose que soit vous n'avez peut-être pas toutes les compétences pour le faire ou pas les ressources, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous parce que c'est vraiment des choses qu'on fait au quotidien depuis de très nombreuses années. Super. J'ai encore d'autres questions qui arrivent, notamment donc la personne qui avait posé la question pour les SQL Server, elle se demande est-ce que à votre avis ça arrivera aussi pour les fins de support 2016-2019 quand ils seront en fin de support? Je pense que Alors, je ne sais oui. pas. Oui, c'est très bien. Probable. Ça fait plusieurs versions serveurs où Microsoft propose des ESU, donc c'est possible. Après, on ne peut pas vous le garantir. On découvre aussi, hein, je dois vous l'avouer, des nouvelles méthodes, c'est-à-dire que ces nouvelles méthodes d'acheter de la fin de support, enfin d'étendre la fin de support, bon, elle est arrivée dans le courant de l'été et on n'a pas, si vous voulez, forcément de scoop en avant-première sur les sujets. Donc là, c'est un petit peu tôt pour pouvoir répondre à votre question. Yes. Mais je subodore que Microsoft devrait le faire. J'ai une autre question. J'ai d'Azure, mais chez un autre partenaire, est-ce qu'il est possible de transférer mes abonnements chez vous? Quand vous voulez. Les abonnements Azure? Le transfert, en fait, oui, les abonnements quand vous êtes sur un contrat moderne type CSP, vous pouvez passer d'un partenaire à un autre en le demandant. Donc c'est juste un formulaire à remplir. Microsoft s'occupe de tout, donc il n'y a pas de migration. Les difficultés sont lorsqu'on fait des transferts de contrat vers un autre contrat. Donc là où il y a certaines choses qui sont vraiment à prendre avec voilà avec des pincettes parce que ça peut être compromis. Mais d'un CSP à un autre CSP, c'est même pas Et une la réponse est migration, c'est oui. juste un formulaire à remplir. Ok, super. On va encore prendre une ou deux questions et après on va se déconnecter. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. J'en ai encore une autre, mon cas peut-être pas trop. Ouais, je suis en train de m'intéresser au sujet Azure Virtual Desktop. J'ai déjà fait le tour de Windows 65. Est-ce que vous savez m'accompagner sur le sujet? C'est une question encore très Oui, précise. oui, Azure Virtual Desktop, on accompagne nos clients sur la mise en place d'une infrastructure Azure Virtual Desktop avec toujours, comme disait Nordine tout à l'heure dans sa présentation, en s'attachant au transfert de compétences, donc avec tout ce qu'il y a autour d'Azure Virtual Desktop, qui fait que la solution va être vraiment utilisable dans un environnement de la vie réelle. Donc tout ce qui est sauvegarde des profils, tout ce qui est récupération des profils sur des machines qui sont mutualisées, par exemple, les avantages et les inconvénients des solutions mutualisées ou personnelles, tout ce qui est lié à l'authentification, au déploiement d'applications. Donc ça, effectivement, on a des accompagnements autour de ce sujet-là sans aucun souci. Cool, super, merci Bruno. Dernière question et après on va clôturer le webinaire. On répondra forcément, on viendra vers vous pour répondre à toutes vos questions, bien sûr. Hein. Je ne vais pas malheureusement répondre à toutes les questions. Est-ce que puis-je exclure, pardon, des instances SQL Server lorsque j'effectue l'intégration avec Azure Policy avec SQL Server activé par Azure Arc? C'est une question très précise. Je ne sais pas répondre en live. Je sais pas. Je sais pas si quelqu'un sait prendre le point, sinon on revient vers la personne.
on répondra pour pas répondre trop vite. J'ai peur de pas avoir très bien Oui. compris, donc je préfère prendre le point et répondre un peu plus tard. Allez, super. Bon, on reviendra vers vous pour répondre en détail à toutes les questions. Merci beaucoup d'avoir Oui, participé à promis. ce webinaire. Le replay vous sera envoyé, ne vous inquiétez pas. Et il y a une petite, un petit sondage qui va apparaître à l'écran quand vous quitterez le webinaire. Merci d'y répondre. Il y a juste 2 questions et ça nous aide grandement à améliorer nos prochains webinaires. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.